Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Tout de suite, le sommaire. Au menu de ce journal, à 5 mois de scrutin au Nigeria, la campagne est officiellement lancée. Pouvoir d'achat, emploi et insécurité, voilà les 3 dossiers qui attendent les candidats. 10 jours après le drame dans l'ouest de la Colombie, le bilan grimpe à 300 morts et 9,5 milliards de dégâts. Première grosse épreuve pour le nouveau président investi il y a 3 jours. Washington accuse la magistrate japonaise d'être politisée et corrompue. L'ONU, l'Union européenne et le Japon dénoncent et apportent leur soutien. Mesdames et messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. 2 journalistes réalisateurs français sont détenus au Togo depuis le 27 juillet et font désormais l'objet d'une information judiciaire selon le Quai d'Orsay. Les 2 hommes collaborateurs d'une société de production ont été arrêtés dans le pays dans des conditions qui ne sont pas encore précisées. Le reportage. Bonsoir et merci. Les 2 réalisateurs, il s'agit de Gaël Mokaer et de Sébastien Pérez-Pézani, qui sont arrêtés depuis le 27 juillet à Kara, un peu au nord du Togo, en compagnie de leur réalisateur, de leur fixeur Fred Védomé. Ils ont été interrogés séparément au poste de police pendant plusieurs heures et leur matériel avait été également saisi. Ils ont été assignés à résidence jusqu'au 30 juillet, brièvement libérés, puis arrêtés de nouveau. Là, actuellement, ce qu'il se passe, c'est que depuis le 17 août, ils sont placés en détention provisoire. Et pour nous, en compagnie de leur fixeur, pour nous, ce qui est important, c'est que de signaler qu'ils n'ont fait que leur travail et que leur mission consistait effectivement à documenter le quotidien des populations togolaises dans le cadre d'une série de documentaires. Et justement, Sadibou Marron, qu'est-ce qui leur est reproché exactement ? De ce que nous avons comme information, il y a un peu ils sont inculpés pour fausses déclarations, mais pour nous c'est encore assez disproportionné et vague. De ce que nous savons effectivement est qu'ils sont entrés dans le pays avec l'ensemble des documents requis. Ils ont bénéficié d'une autorisation de tournage délivrée par le ministère de la Communication. Ils sont entrés légalement dans le pays, en tout cas pour ce qui est de Sébastien et de Gaël, et leur fixeur également, qui est un Togolais, donc a travaillé avec eux pendant toute la durée un peu des premiers jours pendant leur mission, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés fin juillet. Maintenant, donc on est un peu dans cette phase-là, mais là où c'est important peut-être de signaler, c'est que notre priorité absolue pour nous est véritablement leur libération immédiate, ainsi que la prise en charge médicale de Sébastien Pérez aussi, qui a quelques soucis de santé, et nous rappelons l'importance du droit à l'information et l'importance un peu de la liberté d'informer dans ces contextes. Oui, parce que Sadibou Marong, leur employeur affirme effectivement qu'ils étaient dans les règles et s'inquiète pour la santé de l'un d'entre eux, vous l'avez évoqué à l'instant. On connaît leurs conditions de détention, on connaît justement leur état de santé actuellement ? Nous savons qu'ils sont donc placés en détention provisoire et actuellement gardés un peu dans une sorte de camp qui s'appelle Agoé Logopé, sur la base des informations que nous avons, qui est près de Lomé. Donc ils ne sont pas dans une prison civile. Donc c'est une installation des forces de l'ordre située dans ce quartier-là. Mais toujours est-il que l'enjeu fondamentalement, c'est surtout l'état de santé, mais également un peu la possibilité que les journalistes doivent pouvoir avoir un peu à collecter de l'information au nom du droit à l'information des populations et rendre compte un peu du quotidien des populations togolaises ne devrait, à notre avis, pas être un délit et ne devrait pas également les conduire en prison comme c'est le cas actuellement ou même être inculpés. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Sadibou Marong. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de Reporters sans frontières. Autre information à présent, à 5 mois de l'élection présidentielle de 2027, la campagne électorale est officiellement lancée au Nigeria. Les candidats devront convaincre des électeurs principalement préoccupés par la hausse du coût de la vie, l'emploi et l'insécurité qui figurent parmi les principaux enjeux du scrutin, suivant un extrait de reportage.
Au Nigeria, la campagne pour la présidentielle de 2027 est lancée. À 5 mois du scrutin, économie, coût de la vie et insécurité dominent les préoccupations dans le pays le plus peuplé d'Afrique. J'attends des candidats qui nous disent ce que nous devons savoir. Leur programme pour notre économie, le chômage, la sécurité, le coût élevé de la vie. Je ne veux pas qu'ils nous fassent leurs promesses habituelles pour ensuite ne rien faire du tout. Je m'attends donc à ce qu'ils nous disent ce que nous devons savoir et comment ils comptent s'y prendre. Le président Bola Tinubu brigue un second mandat. Ces réformes ont profondément transformé l'économie, mais elles ont aussi alimenté une sévère crise du coût de la vie. Ce que j'attends, c'est qu'après avoir signé le pacte de paix hier, chacun d'entre eux nous propose une campagne axée sur les enjeux, qu'ils expliquent aux Nigérians ce que le Nigeria attend d'eux et qu'ils présentent le programme de leurs différents partis, ce qu'ils apporteront au Nigeria. Et non pas de tenir des discours haineux en se critiquant les uns les autres, ce n'est pas ce que veut le Nigeria. Face à Tinubu, l'opposition reste divisée. Peter Obi et Atiku Abubakar sont de nouveau dans la course. Mais pour les électeurs, la priorité reste leur quotidien, dans un pays confronté à plusieurs foyers de violence. C'est la première fois que je vais voter et ce que j'attends des candidats, c'est qu'ils soient capables de lutter contre l'insécurité et de réduire le coût de la vie au Nigeria. Beaucoup de gens souffrent, il y a beaucoup d'insécurité partout dans le pays. De nombreux États sont en proie à l'insécurité. Je souhaite donc que le candidat qui remportera l'élection de 2027 soit capable de lutter contre cette insécurité et de réduire le coût de la vie au Nigeria. Le scrutin présidentiel est prévu le 16 janvier 2027. Autre défi, mobiliser les électeurs. Lors de la présidentielle de 2023, seuls 27% des inscrits avaient voté. Dans un autre registre, les États-Unis ont imposé des sanctions à Tomoko Akane, président de la Cour pénale internationale, l'accusant d'être politisé et corrompu. Cette décision prise à Washington est dénoncée par l'ONU, l'Union européenne et le Japon qui ont porté leur soutien à la magistrate japonaise. Élément à suivre. Dernière figure de la CPI ciblée par les États-Unis, la japonaise Tomoko Akane, présidente de l'institution, est désormais sous sanction américaine, tout comme l'avocat principal au bureau du procureur, le Sénégalais Abdoulaye Seye. La Cour pénale internationale dénonce une attaque à l'état de droit. Ces sanctions constituent une atteinte flagrante à l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale qui opère conformément au mandat que lui ont conféré ses États parties dans toutes les régions. Gel des avoirs, interdiction de transactions et de séjours. Avec ces mesures, Washington affirme lutter contre une menace sur sa souveraineté. En l'honneur de notre déclaration d'indépendance, les Américains ne seront jamais emmenés outre-mer pour y être jugés pour des infractions fictives. Une décision saluée par le Premier ministre israélien, lui-même visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis août 2024 pour crimes de guerre. Benjamin Netanyahou, tout comme Donald Trump, dénonce une institution politisée qui outrepasserait ses droits. Israël, comme les États-Unis, ne font pas partie des 125 pays qui reconnaissent l'autorité de la CPI. Une institution vitale au respect de la justice internationale, selon l'ONU. Bien que les Nations Unies et la Cour pénale internationale soient des institutions distinctes dotées de mandats séparés, comme nous l'avons souvent souligné, les Nations Unies considèrent la CPI comme un pilier essentiel de la justice pénale internationale et le secrétaire général a le plus grand respect pour son travail. L'Union européenne a aussi exprimé son soutien à la CPI, tout comme la France, l'Allemagne et aussi le Japon, principal contributeur au financement. La capitale ukrainienne, Kiev, a été visée dans la nuit par une importante attaque russe combinant missiles et drones. Plusieurs quartiers résidentiels ont été touchés, faisant au moins 13 morts et une trentaine de blessés à Kiev et dans sa région. Le reportage.
Bonjour Julien, oui effectivement je me trouve sur l'un des 13 sites touchés dans ma capitale la nuit dernière. Alors d'abord il faut vraiment se rendre compte que cette attaque elle a été d'une violence toute particulière. Peu après minuit, les alertes aériennes venaient à peine de sonner quand on a entendu une succession de plusieurs explosions très puissantes qui ont fait trembler les bâtiments et en fait on n'avait tout simplement pas le temps d'aller se mettre à l'abri. Je rappelle qu'il y a 3 millions d'habitants ici dans la capitale ukrainienne, ici dans le quartier de Solomiansky. Vous pouvez le voir derrière moi, ce sont des bâtiments résidentiels qui ont été touchés, les fenêtres qui ont été pulvérisées. Le coût humain évidemment est extrêmement préoccupant. Il y a plus d'une dizaine de blessés, vous l'avez rappelé, plus d'une trentaine de blessés, plus d'une dizaine de morts. Les secours sont toujours sur place. Ici dans le quartier de Solomiansky, il y a également un hôpital pour enfants qui a été touché lorsque l'un des missiles s'est écrasé dans la cour de cet hôpital. C'est malheureusement devenu le quotidien auquel les Ukrainiens font face depuis cet été, depuis le moment où la Russie a intensifié ses frappes, notamment avec des missiles, plusieurs dizaines qui ont été utilisés la nuit dernière contre la capitale ukrainienne. 13 morts à Kiev et dans sa région, Emmanuel, c'est un bilan très lourd. Comment l'expliquer ? Est-ce que la capitale ukrainienne manque à ce point de défense antiaérienne ? Absolument, et on peut l'entendre d'ailleurs lors des raids aériens. Déjà, les missiles, ils atteignent le centre de la capitale. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, donc on voit qu'ils ne sont pas interceptés en route. Ils arrivent à se frayer un chemin, si je puis dire, entre les différents systèmes de défense aérienne. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, tout comme Andriy Sybiha, tout comme Volodymyr Zelensky, le président ont une nouvelle fois fait appel aux partenaires de l'Ukraine. Andriy Sybiha dit même nous savons que les partenaires disposent des moyens d'interception et nous leur demandons de les envoyer urgemment à l'Ukraine puisque le coût ici de ne pas avoir ces systèmes d'interception, il se mesure en vie humaine. Je rappelle également que cet été, il est le plus meurtrier pour la population civile avec près de 300 personnes tuées, déjà plusieurs centaines d'autres blessés. C'est le coût humain le plus élevé depuis le printemps 2022 ici en Ukraine. Emmanuel Chaz en direct de Kiev pour France 24. Merci beaucoup Emmanuel. Dans un autre registre dans le sud du Liban, l'armée israélienne est accusée par des habitants, des ONG et des membres de la défense civile de provoquer d'importants dégâts environnementaux à travers ces frappes. Depuis plusieurs semaines, des bombardements ont déclenché des incendies qui ont ravagé des forêts et des oliverains, notamment à Yaroun, Kefa Reman et Kefa Shuba. Les secours dénoncent également des difficultés à intervenir, affirmant que des autorisations sont parfois retardées et que des tirs ou des bombardements les contraignent à se retirer. Les habitants évoquent une véritable politique de la terre brûlée menée dans cette région frontalière du sud du Liban. Le président américain Donald Trump a annoncé son intention de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avant la fin de l'année. Cette déclaration intervient quelques jours après sa décision de réduire considérablement les exercices militaires menés conjointement par les États-Unis et la Corée du Sud, relançant les interrogations sur sa stratégie à l'égard de Pyongyang. Le reportage. Comme à son habitude, Donald Trump n'a pas peur de l'incongru. Alors qu'il fait visiter des chantiers de la Maison-Blanche à quelques journalistes, le président américain livre une révélation sur l'arsenal de la Corée du Nord et de son leader Kim Jong-un. Il a 57 armes nucléaires très puissantes. Cela n'aurait jamais dû arriver. Si j'avais été président, je ne l'aurais pas permis, mais il les a et je m'entends très bien avec lui. Vous pensez le voir cette année ? Oui. Une rencontre qui pourrait avoir lieu en novembre lors d'un sommet en Chine selon plusieurs observateurs. La relation Trump-Kim fait un retour fracassant sur le devant de la scène depuis dimanche, jour où le président américain a décidé, à la surprise générale, de réduire les exercices militaires entre son pays et la Corée du Sud, alors qu'ils devaient débuter le lendemain. Une décision motivée selon le républicain par le coût trop élevé de ces essais et par le signal hostile qu'ils enverraient à Pyongyang.
Mais ce revirement laisse le régime de glace, à en croire cette déclaration de la sœur de Kim Jong-un. Concernant la réduction de l'ampleur des exercices militaires conjoints lancés par les États-Unis et la Corée du Sud, annoncés par le président américain, nous ne considérons pas qu'elle mérite d'être commentée et nous la trouvons parfaitement dénuée d'intérêt. Kim Yo-jong dit ne pas être au courant d'une communication entre son frère et Donald Trump. Pendant son premier mandat, le président avait rencontré le dirigeant nord-coréen à 3 reprises, sans résultat tangible. Le changement de pied de Trump constitue un revers de taille pour Séoul qui a évoqué une décision inhabituelle, tout en assurant ne pas avoir été informé au préalable de la décision de son allié américain. 10 jours après le puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest de la Colombie, les opérations de secours se poursuivent. La catastrophe a fait au moins 300 morts et causé plus de 9,5 milliards de dollars de dégâts, avec des milliers de logements, d'écoles et d'hôpitaux détruits. Ce séisme constitue la première grande épreuve du nouveau président colombien, investi 3 jours avant le drame. Suivant un extrait de reportage. Ces secouristes mexicains se surnomment les taupes. Dans ces montagnes de gravats, ils creusent des galeries pour localiser et tenter d'extraire les habitants. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas retrouvé tous les corps. Ils ont déjà sauvé 20 personnes ici, dont un bébé de 3 mois. En reconstituant le plan de l'immeuble, ils soupçonnent la piscine qui se trouvait sur le toit d'avoir aggravé les dégâts. On pense que la structure était déjà très fragilisée, parce qu'elle avait 50 ans, mais surtout à cause du poids de la piscine. Une piscine de 300 tonnes au dernier étage. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent 10 jours après le séisme de magnitude 7,4. Le nombre de blessés est estimé à plus de 4500 dans le pays et 262 personnes sont toujours portées disparues. 314 de nos concitoyens ont perdu la vie. Nous réitérons nos plus sincères condoléances à leurs familles. La situation d'urgence n'est pas terminée et le gouvernement national ne baissera pas la garde. L'état d'urgence économique est déclaré. Les dégâts sont estimés à plus de 9 milliards de dollars. Washington, mais aussi Pékin, ont envoyé de l'aide humanitaire à Bogota. Dernière information pour boucler cette édition, la Corée du Nord a tiré jeudi une dizaine de missiles balistiques à courte portée depuis la région de Pyongyang selon l'état-major sud-coréen. Ces tirs interviennent quelques jours après l'annonce par Donald Trump d'une possible rencontre avec Kim Jong-un. Séoul affirme par ailleurs que Pyongyang disposerait de 80 à 120 armes nucléaires, un chiffre supérieur à l'estimation avancée par Washington. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Esaü Télévision.